Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications, et indiquer dans les commentaires d'où vous regardez. Parfois, des silences similaires se dégagent de lieux différents. La maison se trouvait rue des Remparts, dans un vieux quartier de Bordeaux, où le silence semblait plus lourd que l'air. C'était un immeuble du 19e siècle, avec une façade en pierre claire, de hautes fenêtres et des volets qui s'ouvraient rarement complètement. Pour les voisins, ce n'était qu'une vieille maison comme les autres, jusqu'à ce qu'il devienne impossible d'ignorer ce qui s'y passait. Henri Delmas était le propriétaire. Cet homme de 62 ans, ancien professeur d'histoire dans un lycée public, était veuf depuis près de 10 ans. Depuis la mort de sa femme, Camille, il était devenu une figure presque immobile dans le quartier. Non pas physiquement, Henri sortait, se promenait, faisait ses courses, mais dans sa façon de ne jamais se reposer. Les lumières de la maison restaient allumées toute la nuit, à 3 heures du matin, à 5 heures, à l'aube, toujours allumées. Les voisins commencèrent à remarquer d'autres détails, des bruits de pas à l'étage au petit matin, le lent déplacement de meubles, des portes qui s'ouvraient et se fermaient avec une cadence presque rituelle. Il n'y avait ni musique, ni voix, ni visiteurs, juste un mouvement incessant. Le premier à s'inquiéter fut le boulanger du coin, qui voyait Henri tous les jours, toujours à la même heure, toujours avec le même regard fixe et fatigué. Les profondes cernes sous ses yeux contrastaient avec la rigidité de son corps. Il semblait vieillir de plusieurs semaines chaque mois. Quand on lui demandait si tout allait bien, il répondait par des phrases courtes et polies, mais mettait fin à la conversation rapidement. Avec le temps, des inquiétudes médicales sont apparues. Un médecin généraliste, une connaissance de la famille, s'est rendu à leur domicile à la demande insistante d'un cousin éloigné. Il a constaté qu'Henri était excessivement maigre, avait un pouls irrégulier et présentait des signes évidents de privation, de sommeil prolongé. Interrogé directement, il ne l'a pas nié. « Je ne dors pas beaucoup », a-t-il simplement dit. Des examens ont été prescrits. Aucun des résultats n'expliquait son état physique extrême. On n'a décelé aucun trouble neurologique évident, aucune trace de consommation de substances illicites, ni aucun signe clair de dépression sévère. Pourtant, le corps d'Henri portait les marques d'un homme qui ne s'était pas reposé depuis des mois, voire des années. Les autorités ne sont intervenues que lorsqu'une voisine, Madame Lefebvre, a appelé la police après avoir entendu un bruit sourd provenant de la maison à 4 heures du matin. Le bruit ressemblait à celui d'un corps qui tombe, suivi de pas précipités et du bruit d'un objet lourd traîné dans le couloir. À leur arrivée, les policiers ont trouvé Henri seul, assis à la table de la cuisine en train de boire un café froid. Aucune trace d'effraction, rien d'inhabituel. Il a coopéré. Il a répondu aux questions. Il a autorisé l'accès à toutes les pièces. L'étage était impeccablement rangé. Le lit était fait. Aucun signe de chute. Aucune explication pour le bruit. Le rapport officiel indique une possible confusion auditive de la part du plaignant affaire classée. Mais les incidents ont continué. On commençait à apercevoir Henri errant dans le quartier la nuit, toujours pour de courts trajets, comme s'il cherchait simplement à faire passer le temps entre deux veillées. Parfois, il s'arrêtait devant sa maison et fixait les fenêtres illuminées, même à l'extérieur. Un jour, un jeune étudiant le vit marmonner des mots indistincts avant de rentrer. Le conflit était invisible, mais palpable dans chacun de ses gestes. Le corps d'Henri luttait contre un rythme qu'il semblait incapable d'arrêter. La maison, à son tour, prolongeait cette lutte, un espace où le repos ne s'installait pas, où la nuit ne mettait pas fin au jour. Peu à peu, les médecins commencèrent à envisager des hypothèses plus sérieuses. Les autorités penchèrent pour des troubles psychologiques liés à un deuil prolongé. Une assistante sociale fut chargée de son suivi. Aucune mesure concrète ne fut prise. Henri ne présentait aucun danger apparent, aucun crime n'avait été commis, il n'y avait aucune preuve de négligence autre que celle qu'il s'était infligée à lui-même. Pourtant, quelque chose clochait, ce n'était pas seulement l'insomnie, c'était l'organisation obsessionnelle de la maison, le soin extrême apporté à certains objets, le fait que certaines pièces restaient toujours fermées à clé, même lors de visites impromptues. Et surtout,
ce sentiment partagé par tous ceux qui y entraient, que la maison n'était pas vide, même lorsqu'une seule personne s'y trouvait. La vérité n'avait pas encore été révélée, mais elle pesait déjà sur les murs, les couloirs et le corps même d'Henri, attendant le moment propice pour faire surface. Bordeaux poursuivait son cours habituel, indifférente à la maison de la rue des Remparts. Les touristes sillonnaient le centre historique, les verres de vin tintaient aux terrasses des cafés près de la Garonne, et les vieux immeubles conservaient cette impression de permanence que la ville avait toujours cultivée. Pourtant, pour les habitants de ce pâté de maisons, régnait une légère impression de décalage, comme si un point précis de la rue était légèrement en décalage avec le reste. La maison d'Henri reflétait cela. À l'intérieur, aucune trace de délabrement ni de négligence. Au contraire, tout était d'une propreté excessive, presque clinique. Les parquets étaient régulièrement cirés, les meubles anciens conservaient leur éclat d'antan et aucune poussière ne s'accumulait, même dans les recoins les plus inaccessibles. Un tel niveau de soins ne correspondait pas à l'état de santé du propriétaire. L'assistant social chargé de l'accompagner s'appelait Luc Moreau. Âgé d'une trentaine d'années, il avait récemment obtenu son diplôme et privilégiait une approche pragmatique, sans s'aventurer dans les conjectures. Lors des premières visites, il se contenta d'observer. Henri était poli, coopératif et répondait sans hostilité. Il préparait du café, proposait une chaise et gardait constamment les mains occupées, ajustant un objet, alignant des papiers, nettoyant une surface déjà propre. Luc comprit rapidement que certaines pièces de la maison étaient des zones sensibles. Un couloir à l'étage restait toujours fermé. Interrogé, Henri se contentait de dire que c'était une pièce inutilisée. Sa réponse ne laissait transparaître aucune tension. Mais la conversation n'allait jamais plus loin. Le passé d'Henri ne se révéla que par fragments. Il avait enseigné l'histoire moderne, se concentrant sur le XXe siècle, et plus particulièrement sur les périodes d'occupation et de reconstruction en France. Respecté de ses étudiants, il était réputé pour sa précision et son souci du détail, que d'autres professeurs jugeaient excessifs. Après la mort de Camille, il prit une retraite anticipée et réduisit considérablement ses contacts sociaux. Camille, quant à elle, restait présente dans la maison, discrètement mais constamment. Un manteau était accroché derrière la porte, imprégné encore d'un léger parfum ancien. Une paire de chaussures était rangée sous l'escalier. Les photographies n'étaient jamais exposées au centre de la pièce, mais conservées dans des tiroirs bien organisés, classés par date. Il n'y avait pas d'autel de deuil, mais une certaine préservation. Parmi les voisins, Madame Lefebvre se distinguait, habitant la maison d'à côté depuis plus de 40 ans. Il connaissait cette rue avant même qu'Henri n'y emménage. C'était elle qui insistait le plus sur le fait que quelque chose clochait. Elle ne parlait ni de fantômes, ni de crimes, mais d'incohérences. Des bruits qui ne correspondaient pas aux horaires. Des lumières qui s'allumaient dans certaines pièces toujours dans le même ordre. Des fenêtres qui s'ouvraient et se fermaient même par des nuits glaciales. Un autre personnage qui fréquentait la maison était le docteur Alain Roux, un médecin expérimenté et quelque peu sceptique. Il ne pensait pas qu'Henri délirait, mais qu'il menait un effort constant qui ne pouvait s'expliquer par une simple insomnie. Les symptômes étaient trop normaux pour justifier le déclin progressif qui se produisait. Lors de conversations privées avec Luc, il évoqua l'hypothèse qu'Henri évitait délibérément de dormir, non par peur, mais par nécessité. Sur le plan culturel, la maison revêtait également une importance particulière. À Bordeaux, les vieux bâtiments dissimulaient souvent des rénovations mal documentées, des doubles cloisons et des sous-sols aménagés au fil des décennies. Durant l'occupation allemande, de nombreuses habitations servirent à des fins non officielles. Cachettes, pièces de fortune, espaces de stockage. La plupart de ces histoires restèrent enfouies, mais non effacées. Luc a commencé à recouper les informations. Vieux registres, plans de maisons, rénovations non déclarées des années 1940 et 1950. Rien d'illégal, rien de concluant. Juste des lacunes. Pendant ce temps, Henri conservait sa routine immuable. Il partait toujours à la même heure, achetait les mêmes articles et rentrait avant la nuit.
À la tombée de la nuit, la maison s'éveillait, non pas dans un vacarme excessif, mais dans une activité incessante. Des pas, des portes, de l'eau qui coule à des heures improbables, toujours à l'étage. L'antagonisme de l'histoire ne se présentait pas comme une personne distincte, mais comme une force diffuse, le passé non résolu, la structure même de la maison et la propre résistance d'Henri à laisser le cycle s'achever. Chacun, autour de lui, réagissait différemment. Inquiétude, méfiance, rationalisation, mais personne ne comprenait encore ce qui, précisément, entretenait cet état de vigilance permanent. La maison ne paraissait pas menaçante, elle paraissait nécessaire. Et cela a rendu la situation encore plus inquiétante. La première fissure dans le béton s'est produite aux premières heures d'un orage persistant, alors que Bordeaux semblait réduite à des reflets tremblants sur l'asphalte. Peu après 2 heures du matin, la police a reçu un nouvel appel de la rue des Remparts. Cette fois, il ne s'agissait pas de Madame Lefebvre, mais d'un couple qui venait d'emménager. Ils ont signalé des cris étouffés, comme si quelqu'un essayait de parler sans y parvenir, suivis de coups rythmés contre une surface dure. À leur arrivée, les agents constatèrent que la maison était de nouveau éclairée. Henri ouvrit la porte presque aussitôt, vêtu de vêtements ordinaires, sans manifester ni précipitation ni surprise. L'intérieur était sec, calme et rangé. Aucune source apparente des bruits décrits n'était à signaler. Cependant, un détail attira leur attention. Le sol du couloir à l'étage était humide, comme s'il avait été nettoyé à la hâte, et des traces de frottement récentes s'arrêtaient devant la porte de la chambre inutilisée. Interrogé, Henri expliqua qu'il avait renversé de l'eau en faisant le ménage. L'explication était simple, mais elle ne correspondait ni à l'heure ni à son état physique. Malgré cela, faute de preuves, les policiers rédigèrent un rapport et repartirent. Le lendemain matin, Luc Moreau fut informé de l'incident et décida d'avancer sa visite hebdomadaire. Il trouva Henri visiblement plus fragile. Ses mains tremblaient légèrement, et ses gestes, autrefois si précis, semblaient désormais exiger un effort conscient. Malgré cela, Henri tenait à maintenir sa routine, guidant Luc à travers la maison avec la même rigidité silencieuse. Cette fois, Luc n'évita pas le couloir du haut. Il s'arrêta devant la porte close et demanda à entrer. Le silence fut plus long que d'habitude. Henri prit une profonde inspiration, ajusta sa manche et déverrouilla la porte. La pièce était plus petite que prévu. Elle n'avait pas de fenêtre. Les murs avaient été renforcés par une couche de bois supplémentaire, visiblement plus récente que le reste de la maison. Un mince matelas était posé à même le sol, une simple table et quelques chaises empilées dans un coin. Rien ne semblait déplacé, si ce n'est l'absence d'effets personnels. C'était un espace fonctionnel, presque provisoire. Luc ne fit aucun commentaire. Il se contenta d'observer. La température y était plus basse et l'air avait une légère odeur métallique, difficile à identifier. Henri resta près de la porte, comme pour marquer une limite invisible. Quelques jours plus tard, un nouvel élément est apparu. Le docteur Roux a contacté Luc après avoir reçu les résultats d'un enregistrement nocturne improvisé qu'il avait suggéré. Les données ont révélé des pics d'activité physique chez Henri, concentrés entre 2 et 5 heures du matin, ce qui était incompatible avec son état de fatigue diurne. Non seulement il restait éveillé, mais il fournissait des efforts intenses et répétitifs. Les tensions s'exacerbèrent lorsque Madame Lefebvre fit un constat nouveau. Lors d'une panne de courant partiel dans le quartier, seule la maison d'Henri était restée éclairée, grâce à un vieux générateur dont personne ne soupçonnait l'existence. Pendant la panne, elle jura avoir aperçu une ombre se mouvoir derrière le mur de la chambre, plongée dans l'obscurité, visible uniquement à travers une fente des stores. Luc commença à envisager la possibilité qu'une personne vive là sans être déclarée, un parent caché, une personne à charge, quelqu'un tenu à l'écart des autorités. L'hypothèse était suffisamment sérieuse pour justifier une enquête officielle, mais il lui manquait encore des preuves. Sous la pression, Henri commença à commettre de petites erreurs. Il oubliait des rendez-vous, mélangeait les horaires, laissait des portes ouvertes.
Un jour, Luc entra à l'improviste et perçut distinctement une voix faible venant de l'étage. Les mots étaient indistincts, mais on y sentait une intention, un rythme, un effort. En montant à l'étage, il trouva Henri agenouillé dans le couloir, l'oreille collée à la porte de sa chambre. Remarquant la présence de Luc, il se releva lentement. Il n'y eut pas de confrontation immédiate, juste un regard fatigué, empreint d'une sorte de résignation. Cette nuit-là, Luc rédigea un rapport plus incisif. Il ne parlait pas de crime, mais de risque. Risque pour Henri, risque pour des tiers non identifiés. Il demanda l'autorisation d'une inspection complète de la maison avec un appui médical et administratif. Le conflit n'était plus une simple bizarrerie tolérable. Il devenait une situation critique où l'obstination d'Henri à maintenir cet espace et tout ce qui s'y rattachait commençait à se heurter frontalement aux tentatives d'intervention extérieure. La maison, autrefois simplement inquiétante, semblait désormais résister activement à toute compréhension. L'autorisation d'une inspection complète n'a pas été immédiate. La bureaucratie française, surtout en l'absence de preuves concrètes d'un crime, a procédé avec prudence. Ce délai a créé un climat dangereux, le temps nécessaire pour que des histoires parallèles se développent et s'entremêlent au conflit central. Luc Moreau commença à fréquenter la maison en dehors des heures de travail. Non par obligation professionnelle, mais par un malaise personnel. Il y avait chez Henri quelque chose qui échappait au reportage, une détermination silencieuse, presque éthique, comme s'il remplissait un rôle que personne d'autre n'était disposé à endosser. Lors d'une de ses visites, Luc le trouva dans le jardin, en train de creuser la terre gorgée d'eau par les pluies récentes. Ce n'était pas un trou profond, mais un trou long et étroit, soigneusement aligné. Henri expliqua qu'il drainait le sol pour empêcher les infiltrations d'eau ancienne. Cette explication paraissait logique à quiconque connaissait les maisons de cette époque. Pourtant, Luc remarqua que la terre extraite était placée dans des sacs séparés, étiquetés de dates manuscrites. Il n'en demanda pas la raison. Entre-temps, Madame Lefebvre entreprit sa propre enquête informelle. Elle s'entretint avec des habitants de longue date du quartier, des habitués du marché municipal et un archiviste retraité de la mairie. Elle découvrit que, dans les années 1940, cette maison avait appartenu à une famille qui avait presque complètement disparu après la libération. Les archives officielles étaient vagues. On y trouvait mention de dénonciations anonymes, de collaborations forcées et de détentions qui n'avaient jamais abouti devant les tribunaux. Rien ne reliait directement la maison à des crimes, mais l'adresse apparaissait régulièrement dans des documents marginaux. Une autre intrigue secondaire concernait le docteur Roux, qui commença à remettre en question ses propres limites éthiques. Il réalisa qu'Henri échappait à tout protocole médical standard. Il n'était pas simplement un patient nécessitant un traitement, mais un rouage essentiel d'un système fragile dont la rupture brutale pourrait avoir des conséquences irréversibles. Roux commença alors à reporter ses décisions, à adoucir ses rapports, créant ainsi un retard délibéré. Entre-temps, la pièce inutilisée acquit une place quasi centrale dans la vie de la maison. La nuit, Henri y passait de longs moments. Il ne dormait pas. Il ajustait les objets, réorganisait le mobilier minimaliste, nettoyait des surfaces déjà impeccables. Parfois, il s'asseyait par terre, appuyé contre le mur, comme s'il attendait un événement particulier. La pression du temps s'intensifia lorsque Luc reçut la confirmation que l'inspection aurait lieu dans les 5 jours. Aucun report ne serait possible. Une équipe mixte pénétrerait dans la maison, y compris dans la chambre. Henri fut officiellement informé. Il ne protesta pas. Il demanda seulement que la visite se déroule en journée. Suite à cet avertissement, son comportement s'intensifia. Il réduisit ses sorties diurnes et augmenta son activité nocturne. Lumières allumées jusqu'à l'aube. Bruit plus fréquent. Un rythme rapide, presque urgent, comme s'il se préparait à une fin inévitable. Les intrigues secondaires convergeaient. Un passé historique mal documenté, des hésitations médicales, la curiosité obsessionnelle des voisins et l'imminence d'une intervention officielle. Rien de tout cela ne détournait l'attention du conflit principal. Au contraire, tout le renforçait. Henri commença à décliner de façon plus visible.
Une nuit, il tomba dans le couloir, et y resta plusieurs minutes avant de parvenir à se relever. Une autre fois, il oublia d'éteindre le fourneau, emplissant la maison de fumée. Malgré cela, il refusa toute aide directe. Toute tentative de le faire sortir de la maison se heurtait à un silence glacial. Tout indiquait que le temps pressait, non seulement pour Henri, mais aussi pour ce qu'il dissimulait. Les intrigues secondaires révélaient qu'il ne s'agissait plus de simple curiosité ou de suspicion. C'était un édifice sur le point de s'effondrer, soutenu par d'anciens choix qui exigeaient désormais des réponses. Le tournant survint la veille de l'inspection officielle par une nuit exceptionnellement calme, sans vent ni pluie. Bordeaux semblait suspendu, comme si la ville entière attendait quelque chose d'indéfini. Rue des Remparts, toutes les lumières s'éteignirent avant minuit, sauf celle de la maison d'Henri. Luc Moreau n'avait pas prévu d'y aller ce soir-là. Mais un bref coup de fil, passé par le docteur Roux peu après 11 heures, changea la donne. Le docteur avait reçu un message déroutant d'Henri, envoyé par erreur sur son numéro personnel. Ce n'était pas un appel au secours, c'était un avertissement « Ne m'interrompez pas. Demain, il sera trop tard. » Luc arriva quelques minutes avant minuit. La porte n'était pas verrouillée. La maison, éclairée seulement par quelques lampes isolées, semblait plus petite, comme comprimée par la pénombre. Le bruit venait de l'étage, non pas des pas, mais un cliquetis métallique et rythmé, comme un objet que l'on ajuste avec force. En montant à l'étage, il trouva Henri dans le couloir, dos à la porte de la pièce désaffectée. Il portait une vieille chemise tachée de sueur et tenait un trousseau de clés qui ne figurait dans aucun registre. Sur le sol, des outils étaient alignés, des vis, un petit levier, des planches de bois détachées du mur. Luc prononça son nom. Henri ne se retourna pas immédiatement. Il termina simplement le mouvement qu'il était en train d'effectuer, ajuster une dernière pièce, avant de reculer d'un pas et d'ouvrir complètement la porte. Ce qui fut découvert n'était ni une personne cachée, ni un prisonnier vivant, comme Luc l'avait craint. Il s'agissait d'un compartiment dissimulé derrière le mur renforcé, révélant un espace encore plus restreint, scellé depuis des décennies. À l'intérieur, alignés avec une précision obsessionnelle, se trouvaient des restes humains soigneusement conservés dans des structures de fortune, des ossements propres, étiquetés, catalogués par date et nom. Des noms qui ne figuraient pas dans les registres officiels. Henri finit par se retourner. Son visage n'exprimait ni panique ni culpabilité, mais un épuisement total. Il parla peu. Il n'expliqua que l'essentiel. Pendant des années, après la mort de Camille, il avait découvert ce compartiment par hasard en enquêtant sur d'anciennes infiltrations. Il y avait trouvé les restes de personnes exécutées sommairement pendant l'occupation, des collaborateurs présumés, des informateurs, des individus jugés et tués sans procès, enterrés là et oubliés à jamais. Camille le savait. C'est elle qui avait insisté pour qu'aucun rapport ne soit publié immédiatement, craignant que les restes ne soient considérés comme des vestiges historiques gênants et discrètement mis au rebut. Après sa mort, Henri s'était attelé seul à la tâche de préserver, d'identifier et de protéger ce qui restait de ses vies. Il ne dormait pas, car il ne le pouvait pas. Le compartiment nécessitait un entretien constant pour prévenir la dégradation, les odeurs et les effondrements. Plus encore, il était convaincu que s'il s'arrêtait, s'il se reposait, il laisserait l'oubli achever l'œuvre commencée des décennies auparavant. Le tournant ne résidait pas seulement dans la découverte des corps, mais dans le renversement complet du rôle d'Henri. Il n'était plus un homme perturbé, dissimulant quelque chose d'illégal. Il était le gardien volontaire d'un passé que l'État refusait obstinément de reconnaître. Luc comprit alors que l'inspection du lendemain ne serait pas une simple formalité administrative. Ce serait une rupture irréversible, la fin d'une veille menée au prix de sa propre vie. Henri était assis par terre dans le couloir, le dos appuyé contre le mur nu. Pour la première fois, il ferma les yeux quelques secondes, non pas pour dormir, mais comme quelqu'un qui accepte qu'il ne peut plus porter ce fardeau seul. L'histoire a pris un tournant à ce moment-là. Il n'y avait plus de mystère à ce sujet, quoi il était caché. La question était maintenant ce qu'il faut faire avec la vérité et qui en paierait le prix.
L'impact de cette révélation ne s'exprima pas immédiatement par des mots. Luc resta immobile quelques secondes, absorbant le poids de ce qu'il voyait. Il n'y eut ni choc théâtral, ni impulsion à agir sur le champ. Juste la claire prise de conscience que toute décision prise à partir de cet instant aurait des conséquences qui dépasseraient largement cette maison, cette rue, cette ville. Henri rompit le silence et se leva avec difficulté. Il rassembla ses outils un à un avec sa précision habituelle. Il ne chercha pas à se justifier davantage. Ses actes parlaient d'eux-mêmes. Pendant des années, il avait transformé sa vie en un mécanisme de confinement, physique, historique et moral. Luc a pris les dispositions nécessaires dès le soir même, non pas auprès de la police locale, mais auprès des autorités supérieures chargées de la préservation du patrimoine et du parquet régional. Son ton était technique et mesuré. Il a évoqué les restes humains, le contexte de l'occupation, les risques structurels et la nécessité d'une intervention spécialisée. Il a évité tout adjectif susceptible d'atténuer la gravité de la découverte. À l'aube, la maison fut bouclée. L'inspection prévue se transforma en une opération discrète, mais d'envergure. Des anthropologues médico-légaux, des représentants de l'État et un petit groupe d'historiens pénétrèrent sur les lieux. Rien ne fut fait à la hâte. Chaque os, chaque étiquette improvisée par Henri fut répertoriée. Son souci obsessionnel du détail rendit le travail plus efficace. Une ironie amère que personne ne fit remarquer ouvertement. Les réactions se propagèrent en cascade. Madame Lefebvre observait par la fenêtre, sans éprouver la satisfaction qu'elle avait imaginée. Point de scandale, seulement la confirmation que son inquiétude n'avait jamais été exagérée. Le docteur Roux, informé de la situation, ressentit un mélange de soulagement et de culpabilité. Soulagement de comprendre enfin la cause de la dégradation de l'état de santé d'Henri. Culpabilité d'avoir tardé à prendre des décisions qui auraient peut-être permis de mieux répartir ce fardeau. Henri fut conduit à l'hôpital, non pas comme suspect, mais comme une personne en état de choc. Sous l'effet de légers sédatifs, il dormit pour la première fois depuis des années. Son corps céda presque aussitôt, comme s'il n'attendait que le signal. Il ne fit aucun rêve, juste un sommeil profond et lourd, sans interruption. Sur le plan institutionnel, les conséquences furent plus lentes. Le parquet ouvrit une enquête historique et non pénale. L'État reconnut officieusement que les restes appartenaient à des victimes d'exécutions extrajudiciaires perpétrées pendant l'occupation et l'immédiat après-guerre. Aucune inculpation formelle ne fut engagée. Tous les responsables directs étaient décédés. Les médias locaux ont traité l'affaire avec prudence. Pas de titre sensationnaliste. Ils ont parlé d'une découverte délicate, d'un souvenir enfoui et d'une responsabilité collective. L'adresse de la maison n'a pas été largement diffusée, mais suffisamment pour qu'elle ne reste plus anonyme. Les relations entre les personnages ont également évolué. Luc, d'observateur, est devenu intermédiaire, sous la pression des institutions et de sa propre conscience. Le docteur Roux a été appelé à témoigner au sujet de ses rapports précédents. Madame Lefebvre a été entendue comme témoin historique informel. Rien ne redevint comme avant, car il n'y eut jamais de véritable normalité. La conséquence la plus évidente fut la fin de la veillée solitaire d'Henri. Ce qui dépendait auparavant exclusivement de lui se répartit désormais entre les comités, les archives et les protocoles officiels. Mais ce changement n'était pas sans conséquence. Le silence qu'Henri avait observé pendant des années fit place à un brouhaha incessant de décisions, d'échéances et d'interprétations. Et au milieu de tout cela demeurait la question que personne ne posait ouvertement. L'État a-t-il assumé cette responsabilité par conviction ou simplement parce que quelqu'un ne pouvait plus supporter ce fardeau seul? La convalescence d'Henri ne suivit pas un cours clair ni rassurant. Le repos physique primait sur toute réorganisation émotionnelle. Les premiers jours à l'hôpital, il dormait de longues heures, se réveillait brièvement, mangeait difficilement, puis se rendormait. Son corps, privé de repos depuis des années, exigeait la priorité absolue.
Quand il commença enfin à rester éveillé plus longtemps, l'absence de chez lui devint criante. Plus de couloirs à parcourir, plus d'horaires à respecter, plus de surface à surveiller. Ce vide ne se manifesta pas par un soulagement immédiat, mais par une désorientation. Henri demandait souvent l'heure. Il observait le mouvement dans l'hôpital comme s'il cherchait un nouveau rythme. Le processus de rétablissement a débuté de manière pragmatique, presque impersonnelle. Les kinésithérapeutes se sont occupés de sa rééducation musculaire. Les psychologues ont évalué son état mental sans recourir à des diagnostics simplistes. Il n'y avait ni délire ni déni. Juste une fatigue accumulée et une identité construite autour d'une fonction qui avait disparu. Luc lui rendait visite régulièrement. Les conversations étaient brèves et portaient sur des informations objectives, l'avancement de l'enquête historique, le transfert des restes au laboratoire médico-légal, la création d'une commission municipale chargée de l'affaire. Henri écoutait attentivement, sans interrompre. Pour la première fois, il n'eut pas besoin d'intervenir directement. La progression d'Henri ne s'est pas faite par de grandes déclarations, mais par de petits changements de comportement. Il a accepté l'aide sans résistance. Il a commencé à respecter les horaires de repos. Il a permis à d'autres de prendre des décisions qu'il considérait auparavant comme non transférables. Chaque geste représentait une rupture silencieuse avec le rôle du gardien solitaire. Le docteur Roux a lui aussi entrepris une démarche d'adaptation. Il a redéfini ses limites professionnelles et s'est impliqué davantage dans la coordination entre les institutions de santé et les services publics. Non pas par esprit de rédemption, mais pour corriger concrètement une négligence prolongée. Luc, quant à lui, a opéré un changement d'approche moins visible mais décisif. Il a cessé de considérer l'affaire comme une anomalie administrative et a commencé à la percevoir comme un exemple de défaillance systémique. Il a formellement soutenu qu'Henri devait être reconnu non pas comme responsable de la dissimulation, mais comme un agent de préservation involontaire. Cette position n'a pas fait l'unanimité, mais elle a recueilli suffisamment de soutien pour modifier le ton officiel de la procédure. Henri sortit de l'hôpital quelques semaines plus tard. Il ne retourna pas à son domicile de la rue des Remparts. Il fut logé temporairement dans un petit appartement sous surveillance. La première nuit hors de l'hôpital fut tendue, mais il dormit, pas profondément, pas sans interruption, mais il dormit. Surmonter la tragédie n'a pas effacé le passé ni la douleur de la perte de Camille, mais cela a transformé la relation d'Henri avec tous deux. Il n'avait plus besoin de perpétuer le souvenir de son propre corps. L'histoire, désormais exposée, a suivi son cours institutionnel, imparfait, bureaucratique mais collectif. La croissance résidait précisément dans ceci. Accepter que préserver ne signifiait pas porter seul le fardeau, que se reposer n'était pas une trahison, et que parfois, la manière la plus honnête d'honorer le passé était de permettre aux autres de s'y confronter. Avec la sortie d'Henri de l'hôpital et l'avancement de l'enquête historique, un calme temporaire s'installa. Non pas la paix, mais une suspension. C'était le genre de silence qui précède les décisions irrévocables. L'affaire avait cessé d'être seulement locale et commençait à circuler dans les cercles nationaux, où le souvenir de l'occupation suscitait encore une résistance latente. La maison de la rue des Remparts restait fermée, entourée de palissades discrètes. Des techniciens examinaient sa structure, tandis que des historiens débattaient des interprétations possibles. Certains préconisaient de transformer l'espace en mémorial. D'autres estimaient que son exposition au public rouvrirait des blessures que le pays n'avait jamais complètement cicatrisées. Aucune décision n'était simple. Luc se retrouva au cœur de ces tensions. Il participait à des réunions, rédigeait des rapports et servait de médiateur entre les intérêts divergents. Le rythme s'accéléra. Les échéances politiques approchaient. La pression était forte pour une conclusion rapide, un résultat présentable et maîtrisable. Le risque n'était plus l'oubli total, mais une simplification abusive. Henri suivait tout de loin. Il recevait des informations filtrées, mais comprenait suffisamment pour saisir que la signification de ce qu'il avait préservé était sujette à controverse.
Pour la première fois depuis la découverte, il manifesta un véritable malaise. Il ne retourna pas à la maison, mais demanda à consulter les archives, les photographies et les rapports techniques. En les examinant, il décela des erreurs subtiles. Des dates étaient interverties, des associations hâtives entre les noms et des accusations non fondées. La précipitation institutionnelle commençait à engendrer des distorsions. Henri le fit remarquer à Luc, non pour protester, mais pour le mettre en garde. Si cette histoire était mal racontée, l'acte de conservation deviendrait une nouvelle forme d'effacement. Les tensions se sont exacerbées lorsque la proposition officielle a été présentée. Clore l'affaire par un rapport de synthèse et transférer les restes dans un ossuaire collectif sans identification individuelle. Cette solution serait efficace, juridiquement valable et politiquement neutre. Elle serait également définitive. Cette annonce fit l'effet d'un déclic. Henri comprit que le conflit n'était pas terminé. Il avait simplement changé de forme. L'antagonisme était désormais institutionnalisé, diffus, protégé par des procédures. Fini les portes closes et les couloirs secrets, place aux échéances, aux comités et aux décisions prises à distance. Luc n'avait que quelques jours pour agir. Il pouvait soit accepter la solution proposée, gage de stabilité et d'un règlement rapide, soit maintenir une opposition qui risquait de compromettre sa carrière et de rouvrir l'affaire de manière imprévisible. Le docteur Roux, consulté de manière informelle, fut direct. La santé d'Henri ne supporterait pas une nouvelle période de tension prolongée. La montée en puissance jusqu'au point culminant s'est concentrée sur ce choix. Il n'était plus nécessaire de révéler quoi que ce soit, tout était déjà évident. Ce qui était en jeu désormais, c'était le pourquoi. La vérité ne risquait plus de rester cachée, mais d'être diluée jusqu'à perdre tout son sens. Le temps pressait. Une décision finale serait prise lors d'une audience à huis clos, prévue la semaine suivante. Henri insista pour y assister, malgré l'avis contraire de son médecin, non pas pour prendre la parole longuement, mais pour être présent. L'histoire évoluait vers un point où il n'y aurait plus de juste milieu. Le passé, une fois mis au jour, exigeait une reconnaissance définitive, ou un nouveau silence, plus poli et institutionnalisé. L'audience s'est tenue dans une salle discrète de la mairie de Bordeaux, à l'abri du public et de la presse. Ni drapeau, ni symbole cérémoniel, juste une longue table, des dossiers classés et des représentants de différents services de l'État, patrimoine historique, justice, santé publique. L'atmosphère était fonctionnelle, presque aseptisée, comme si le lieu avait été choisi précisément pour neutraliser toute charge émotionnelle. Henri arriva accompagné de Luc. Il marchait lentement, s'appuyant légèrement sur la canne qu'il avait acceptée à contre-cœur quelques semaines auparavant. Il portait un simple manteau, le même qu'il avait mis au marché des années plus tôt. Il n'avait ni papier ni notes. Tout ce qu'il avait à dire était déjà, d'une certaine manière, inscrit dans les corps qu'il avait préservés. La proposition officielle fut présentée avec une efficacité technique indéniable. Transfert immédiat des restes à un ossuaire collectif, inscription dans un registre historique générique et clôture administrative du dossier. Une solution qui offrait une conclusion sans conflit, une mémoire sans nom, une responsabilité sans les responsables. Interrogé sur d'éventuelles objections, le silence dura plus longtemps que prévu. Luc commença une réponse formelle, mais Henri l'interrompit d'un bref geste de la main. Il ne fit aucun discours. Il ne chercha pas à susciter l'émotion. Il se dirigea vers le bout de la table et demanda simplement que l'on projette les photographies du compartiment secret telles qu'il les avait conservées. Les images défilaient les unes après les autres sur le mur. Des os alignés, des étiquettes manuscrites, des dates incomplètes, des noms barrés et réécrits après des années de recherche patiente. Point de sensationnalisme. Juste une méthode rigoureuse. Henri prit alors la parole, d'une voix basse mais ferme. Il expliqua qu'il n'avait pas identifié ces personnes pour accuser ou disculper qui que ce soit. Il l'avait fait pour éviter qu'elles ne deviennent une masse anonyme, d'abord au sous-sol, puis dans les archives officielles. Il affirma que l'ossuaire collectif ne serait pas un acte de neutralité, mais la répétition de l'acte initial qui les avait condamnés à disparaître.
Le tournant décisif survint lorsqu'un des historiens présents reconnut l'un des noms proposés. Un nom figurant dans les archives familiales comme « disparu », jamais officiellement déclaré décédé. La confirmation fut immédiate. La pièce, jusque-là sous contrôle, perdit sa stabilité bureaucratique. Elle cessa d'être un passé abstrait. Elle devint une responsabilité concrète. Ce revirement n'est pas dû à une accusation, mais à une conséquence pratique. La proposition initiale est devenue juridiquement insoutenable. L'existence d'identifications individuelles a nécessité l'ouverture de procédures de reconnaissance, la prise de contact avec les descendants et la consultation des archives nationales. La décision fut prise sur place sans applaudissements. La dépouille ne serait pas transférée anonymement. La maison serait transformée en un lieu de recueillement sécurisé, à accès public limité, mais avec identification des noms chaque fois que cela était possible. Un chemin plus lent, plus complexe et politiquement délicat. Henri ne manifesta pas de triomphe. Il se rassit simplement, visiblement fatigué. Sa transformation devenait alors évidente. Il n'avait plus besoin de veiller sur, de faire ses preuves, ni de soutenir. Le poids qu'il avait porté pendant des années avait été redistribué, même si ce n'était pas parfait. Le point culminant ne fut pas une explosion de tension, mais un renversement définitif des rapports de force. La vérité n'appartenait plus ni à la maison, ni à Henri, ni aux institutions prises isolément. Elle était devenue impossible à sceller d'un sceau. En quittant la pièce, Luc réalisa que, pour la première fois depuis des années, la rue des Remparts n'aurait pas besoin de quelqu'un qui veille toute la nuit pour empêcher le passé d'être à nouveau enfoui. Les conséquences de l'audience ne furent pas immédiates, mais s'accumulèrent avec la lenteur caractéristique des processus liés à la mémoire et à la responsabilité. La maison de la rue des Remparts cessa officiellement d'être une simple habitation. Elle fut inscrite aux registres municipaux comme site historique en cours d'étude dans le cadre d'un programme national de révision des archives de l'occupation et de l'après-guerre. Les restes humains furent transférés dans un laboratoire médico-légal permanent, non pas pour clore l'affaire, mais pour initier un travail qui allait s'étendre sur des années. Des identifications partielles commencèrent à émerger. Des lettres furent envoyées aux familles qui n'avaient jamais reçu de confirmation du sort de leurs proches. Certaines répondirent, d'autres préférèrent le silence. Aucune réaction ne fut considérée comme définitive ou correcte. Henri a suivi ce processus à distance avec une implication limitée. Son rôle s'était réduit à un rôle consultatif, intervenant à la demande. Il fournissait le contexte, clarifiait les méthodes et reconnaissait les limites. Il ne cherchait plus à contrôler le rythme ni le résultat. La transformation personnelle s'est consolidée précisément dans ce retrait progressif. Physiquement, son état s'est stabilisé. Son sommeil n'a jamais retrouvé la profondeur des premiers jours d'hospitalisation, mais il est devenu suffisamment régulier pour lui permettre de suivre une routine simple, de courtes promenades, quelques lectures, des repas pris sans hâte. Son corps, auparavant soumis à une vigilance constante, apprenait à trouver une autre forme de calme. Luc est resté dans la fonction publique, mais son rôle a évolué. Il a commencé à travailler directement sur des cas de médiation entre la mémoire historique et les politiques institutionnelles. L'épisode de la maison est devenu un point de repère interne, non pas comme une exception, mais comme un avertissement quant au coût humain des silences prolongés. Madame Lefebvre s'est éteinte l'année suivante, discrètement. Auparavant, elle avait laissé une lettre à la mairie relatant ce qu'elle avait observé pendant des décennies dans cette rue. Le document fut joint au dossier. Un témoignage sans accusation, un simple compte-rendu d'observation. La maison, désormais vide, avait perdu son caractère inquiétant. Non pas parce qu'elle avait été purifiée, mais parce que sa fonction avait changé. Ce n'était plus un lieu de confinement, mais plutôt d'exposition contrôlée. Le passé n'était pas résolu, mais il n'était plus caché. La conclusion n'offrait ni réconfort absolu, ni rédemption totale.
Elle proposait quelque chose de plus conforme à l'histoire, une continuité responsable, la reconnaissance que certaines vérités ne disparaissent pas. Elles se transmettent simplement. Henri passa une dernière fois devant la rue des Remparts sans regarder les vitrines. Il poursuivit son chemin à petits pas, sans chercher à vérifier si la lumière était allumée. Quelques années plus tard, le nom d'Henri Delmas n'apparaissait plus que dans les notes de bas de page des rapports publics, cités comme découvreur et premier conservateur. Aucun hommage officiel ni plaque ne portait son nom. Il le préférait ainsi. La maison bordelaise commença à recevoir des visites programmées, toujours guidées, toujours empreintes de retenue. Sur l'un des murs intérieurs, les étiquettes manuscrites originales étaient conservées, protégées par une vitre. Non pas comme des reliques, mais comme la preuve que quelqu'un, à un moment donné, avait refusé de tomber dans l'oubli. Henri mourut paisiblement, endormi, dans un petit appartement à l'écart de la rue des Remparts. Cette nuit-là, aucune lumière ne resta allumée inutilement. Des histoires comme celle de la maison bordelaise ne relèvent pas uniquement de la fiction ou d'un passé lointain. Elles existent en marge de la mémoire collective, nourries par des choix individuels, des silences institutionnels et des décisions qui traversent les générations. Au terme de ce récit, la question qui demeure n'est pas celle de ce qui a été caché, mais celle de ce que nous choisissons encore d'ignorer. Si ce récit a suscité chez vous un malaise, une réflexion ou une gêne, n'hésitez pas à partager ces sentiments. Interrogez-vous sur la manière dont votre ville gère ce qu'elle préfère oublier. Réfléchissez à qui, aujourd'hui, porte un fardeau qui devrait être partagé. La mémoire n'est pas seulement un enregistrement, c'est une responsabilité permanente. Et chaque histoire n'atteint son but que lorsqu'elle trouve des lecteurs disposés à l'empêcher de s'endormir. You cool people. Thank you. It's true. The people in chat are pretty cool. Sorry. We let the bunny eat. We bother him later. We can give him a snacky later. Hello. Hello, the bunnies, boo. Okay, so it's unavailable, but it still worked. I'm glad it worked. Hold on. We need to go to the radio, right? Somebody said. We radio? Here, thank you so much for hanging out with us. Okay, hello? Oh, it's broken. Hello? This is Alarm. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9,